C'était la première fois que j'ai eu le plaisir de collaborer avec votre université et d'enseigner vos étudiants, mais ils m'ont impressionné énormément et aussi avec beaucoup de collègues. J'ai déjà eu des rapports toujours extrêmement plaisants. Donc, moi, je m'amuse. J'espère que c'est la même chose pour vous ce soir. Bon, maintenant, il y a eu un tout petit malentendu entre mon cher ami Julien et moi parce qu'il m'avait dit tu parles pendant 3 heures, c'est-à-dire tu fais une conférence de 5 à... Oui, le résultat, c'est que j'ai préparé 47 parce que je croyais que je dois remplir 3 heures là. Et après, il me dit mais non, tu parles 1 heure et après, il y a le débat. Donc là, vous allez voir un peu que je vais jouer le cirque, je vais sauter de temps en temps. Je ne vais pas présenter 47 sheets que j'ai effectivement, mais on saute de temps en temps et je fais une sélection. Et n'importe ce qui se passe à 18 heures pile, quand c'est au milieu d'une phrase, je m'arrête. Ça, je vous promets. Bon, ce que je comptais faire, mais je ne vais pas faire tout, mais je ne crois pas que c'est nécessaire, petite introduction, et puis j'avais l'idée de vous parler un peu du passé, c'est-à-dire l'histoire. D'où est-ce que ça vient, ce fameux Law in Economics? On peut parler disons, des parrains de Law in Economics. Ça vient des États-Unis, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelle est l'évolution? Après, je voudrais, disons, vers le numéro 5, parler un peu du présent. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui aux États-Unis, ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'état actuel? Parce que ça existe maintenant pendant 50 ans, donc il y a des choses qui ont changé. Et puis peut-être vers le numéro 9, un peu réfléchir sur l'avenir. Quels sont un peu les défis? Quelles sont les choses intéressantes aussi pour nous, les juristes? Et oui, j'espère de faire un peu ça. Bon, l'introduction, je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu ici quelle est l'analyse économique du droit, quelle est la méthodologie, qu'est-ce qu'ils font et quelle explique sa popularité. Aux États-Unis, à dire la vérité, c'est presque fou, comme c'est populaire. C'est devenu, je ne sais pas à bon droit ou non, c'est une question de goût, mais c'est devenu l'approche la plus populaire parmi toutes les approches du droit qu'on avait. Et donc maintenant, aujourd'hui, ce sont les économistes qui font l'analyse économique du droit qui sont les plus cités, même dans les revues juridiques et tout ça. Si on voit qu'il y a l'auteur le plus cité, c'est quelqu'un comme Stephen Chavell, qui est un économiste à Harvard. Donc c'est à ce point-là. Et aussi, même dans les cours, dans les tribunaux, ça a eu une influence aux États-Unis. D'après quelques juristes, c'est faux. Bon, de nouveau, comme je vous dis, c'est une question de goût. Je commence un tout petit peu en disant d'où est-ce que nous venons. Bon, l'analyse économique de droit, si on prend ça littéralement, de quoi est-ce qu'on parle? On parle tout simplement d'appliquer les concepts économiques comme les analyses coût-avantage, comme par exemple l'efficacité, l'efficience, ça dépend un peu quel mot vous préférez, sur les concepts de droit. Si on dit en général, c'est de ça qu'on parle. Et donc, ce qu'on fait, et je crois que c'est pour ça que c'est intéressant pour beaucoup de juristes, appliquer et utiliser ces méthodes économiques nous mettent aussi en mesure d'analyser l'effectivité des règles de droit. Et ça, c'est au fond quelque chose que beaucoup, disons, des gens, des juristes qui font l'analyse économique du droit ici en Europe aujourd'hui font. Ce ne sont pas nécessairement des analyses d'efficacité, parce que souvent, disons, l'analyse économique du droit est critiquée en disant oui, mais vous utilisez cette notion d'efficience, efficacité, ce qui est quelque chose d'économique, ce n'est pas une notion juridique. Et là, au fond, ce que je réponds souvent, oui, mais ce n'est pas ça l'essentiel de l'analyse économique du droit. Ce qu'on fait plutôt, par exemple, il y a une législation qui dit, le législateur nous dit, nous espérons qu'avec cette loi, disons, le nombre de divorces va diminuer, par exemple. Ce qu'on fait avec les outils qui nous sont donnés par l'analyse économique du droit, c'est qu'on peut faire une analyse théorique, c'est-à-dire d'examiner avec les règles de droit qui sont dans cette proposition, quels seront théoriquement les effets sur le comportement des gens. Et là, vous voyez tout de suite ce que les économistes font. Ils regardent un peu l'effet des règles de droit sur le comportement, parce qu'on croit très fort en ce qu'on appelle les incitations.
Donc, l'idée, c'est que les règles de droit donnent des incitations sur votre comportement. Et là, ce qu'ils vont faire d'habitude, ils vont dire, OK, sur une base théorique, on examine cette proposition de loi et on croit que c'est possible, sous quelques conditions, qu'effectivement le nombre de divorces soit diminué. Mais ça devient surtout intéressant si on va combiner cela, et c'est ça ce qu'on fait aujourd'hui très fort, avec une analyse empirique et qu'on dit, bon, maintenant, ex post, nous allons analyser si effectivement le nombre de divorces est diminué, oui ou non. Et si, par exemple, on voit que ce n'est pas le cas, que c'est augmenté, est-ce que maintenant cela est dû à la législation ou est-ce qu'il y a des autres raisons? Et donc, ce qu'on voit, et je crois que c'est pour ça que c'est devenu si intéressant, qu'aujourd'hui, il y a cette combinaison entre cette perspective théorique qui va prédire plus ou moins, d'après ces modèles économiques, c'est ça ce qu'on croit ce qui va se passer, avec l'approche empirique, parce que de plus en plus maintenant, l'analyse économique est devenue empirique, et qu'on essaie d'expliquer ce qui se passe. Évidemment, il faut faire ça avec beaucoup de prudence, parce que même s'il y a une augmentation ou une diminution, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est lié à la législation. Vous savez tous, corrélation, ce n'est pas causalité nécessairement. Mais c'est ça un peu, disons, ce que nous faisons aujourd'hui dans l'analyse économique du droit. Évidemment, vous pourriez me poser la question, mais Michael, au fond, est-ce que tout ça, cette analyse économique du droit, est-ce que c'est si nouveau? Ben, la réponse est un peu oui ou non, dans le sens, les économistes et les juristes ont déjà coopéré pendant des années et déjà, disons, au 19e siècle, dans le sens que les juristes avaient des problèmes économiques à résoudre, par exemple dans le droit antitrust, le droit de la concurrence. Qu'est-ce que c'est le marché relevant dans ce cas-là? Donc là, ce qui se passait, c'est que le juriste posait des questions juridiques à l'économiste et l'économiste aidait le juriste à répondre à ces questions. Mais là, c'était essentiellement le droit économique. Donc là, la collaboration était telle que le juriste posait la question et que l'économiste venait l'aider pour résoudre des problèmes juridiques. Mais cette collaboration était plus ou moins limitée au droit économique. Et ce qui est aussi important, à l'époque, disons que les règles de droit même n'étaient pas soumises à l'analyse. On n'allait pas analyser si, par exemple, le droit de la concurrence ou le droit économique était efficace ou non. Et c'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui le old law in economics, donc le law in economics ancien. Donc, dans ce sens, ça c'est vieux. Qu'est-ce qui est nouveau? Donc, ce qui se passait depuis, surtout ce monsieur-là, Ronald Coase, un Anglais charmant, qui a enseigné à Chicago presque toute sa vie et qui, hélas, est décédé il y a maintenant 4 ans, au jeune âge de 102. Vous voyez, law in economics, c'est bien pour votre santé. Ils deviennent tous très vieux, ces gens. Et c'est lui, en 1960, il a écrit un très fameux papier. Je n'ai pas le temps de le discuter en détail, mais je vais encore le mentionner, sur le problem of social cost. Et en fond, ce qu'il écrit dans ce papier, si on le dit brièvement, c'est que si les parties ont la possibilité de négocier sur le marché, là, le marché peut donner des solutions et ça, même, il peut mettre de côté les règles de droit. Si les règles de droit seraient inefficaces, le marché peut résoudre les problèmes, à condition que les parties peuvent négocier. C'est ça un peu ce que notre ami Ronald Coase dit. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette révolution, disons en 1960, dans cette nouvelle law in economics? Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit que tout à coup, ce ne sont plus les juristes qui posent les questions relevantes, mais ce sont les économistes. Et ce qu'on voit aussi, c'est que maintenant, les règles de droit même sont aussi analysées. Et on va dès lors voir, mais au fond, est-ce que ces règles de droit, dans la jurisprudence ou bien dans la législation, est-ce que ces règles-là sont efficaces, oui ou non, en utilisant les instruments économiques comme efficacité, analyse, coût-bénéfice et tout l'instrument que vous avez dans le toolkit des économistes. Et en plus, si on commence avec ça,
et on analyse le droit, ça ne se limite pas au droit de la concurrence, au droit économique. On dit souvent, aujourd'hui, il n'y a aucun domaine du droit qui est encore protégé contre les économistes, parce que les économistes se jettent vraiment sur tous les domaines du droit, tout ce que vous voulez. Responsabilité civile, l'environnement, famille, la constitution, le droit public. Donc maintenant, depuis 1960, on a vu que vraiment sur tous les domaines du droit, l'analyse économique a été appliquée. Et donc ça, c'est vraiment, c'est nouveau. Je vous disais déjà qu'aux États-Unis, c'est incroyable comme cette méthode est devenue populaire. On voit maintenant que dans tous les grands law schools que vous connaissez des Ivy League, il y a plusieurs économistes, entre 5 et 10 économistes, c'est-à-dire des profs qui enseignent dans les law schools, dans les facultés de droit, mais qui ont des PhD en économie. Donc là, quand même, c'est assez impressionnant. On voit aussi que l'analyse économique du droit est intégrée de telle façon que, par exemple, je sais que les gens à Philadelphie, University of Pennsylvania, il y a John Click, un économiste qui enseigne la responsabilité civile torts, mais il enseigne carrément l'analyse économique du droit. C'est ça ce qui fait comme c'était le common law. Évidemment, vous allez me dire tout de suite, c'est correct. Oui, aux États-Unis, c'est plus simple parce que là, ils ont le common law. Et donc, c'est basé sur la jurisprudence. Donc là, si on travaille avec les principes généraux, c'est un peu plus facile que chez nous où la législation, pas pour responsabilité civile, mais pour beaucoup d'autres domaines, est quand même beaucoup plus importante. On voit aussi que l'analyse économique du droit est devenue très importante aux États-Unis, pas seulement dans, disons, l'académie, mais aussi dans la pratique. Ça, je dois dire que c'est surtout grâce à un monsieur qui s'appelle Henry Meny. Qu'est-ce que monsieur Henry Meny a fait? À un moment donné, il a dit, si on veut que ça devienne vraiment important, nous allons maintenant enseigner les juges. Il a organisé des séminaires pour des centaines, des milliers de juges, les uns après les autres, pour voir que tous les juges au niveau fédéral des États-Unis étaient tous baptisés, pour ainsi dire, dans l'analyse économique du droit. Et finalement, beaucoup des papes dont je vais parler dans l'analyse économique du droit sont devenus des juges au niveau fédéral, comme Calabresi, Posner, vous le nommez, Bork, vous connaissez les gens fameux, Easterbrook, sont dans les cours d'appel, sont devenus des juges. Et là, si vous allez lire même les jugements, ce sont des jugements où l'analyse économique est carrément appliquée, comme si c'est le droit applicable. Et ça va si loin que même le Supreme Court aux États-Unis va citer l'analyse économique du droit pour définir les règles de droit. Et aussi, les avocats aux États-Unis sont obligés, par exemple dans les cas d'antitrust, d'utiliser l'analyse économique. Si, en tant qu'avocat, vous n'utilisez pas l'analyse économique, ça peut mener à votre responsabilité civile. Donc là, vraiment, c'est même pas question si on peut, si c'est utile. Non, il faut. Si vous ne le faites pas, vous pouvez être responsable. Bon, je ne juge pas si c'est une évolution qui est souhaitable ou non, mais c'est un peu ça, c'est l'état des choses aujourd'hui, disons, aux États-Unis. Maintenant, regardez un tout petit peu, je crois que c'est intéressant de voir quelle a été l'évolution. Bon, je vous disais déjà, tout a commencé à Chicago, avec, vous le voyez ici mentionné, Coase, mais aussi des autres, je ne sais pas, est-ce que vous les connaissez? Le monsieur tout en haut, qui c'est? Ça, c'est le pape. Ça, c'est Richard Posner, qui est là complètement en haut. Et là, il y a Richard Epstein, aussi très connu. Mais là, j'ai mentionné aussi quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est aussi typiquement Chicago. Vous la connaissez sans doute, Martha Nussbaum, une philosophe qui est très, très fameuse. Mais elle aussi, elle est impliquée dans l'analyse économique du droit. C'est-à-dire, elle est dans le centre de recherche. Ça ne veut pas dire qu'elle fasse uniquement l'analyse économique. Mais ça, je trouve, et ça, j'aime bien, ça démontre qu'à Chicago, ils sont ouverts, qu'ils collaborent aussi avec des gens comme Martha Nussbaum, qui voient que c'est important d'avoir une féministe très importante aussi dans leur laboratoire.
Je vous disais que c'est commencé au Chicago, mais ce n'est pas resté à Chicago. Qu'est-ce qu'on a eu? Par exemple, à Yale, il y a cet homme extrêmement sympathique, Guido Calabresi, l'Italien, toujours très actif, toujours juge à New York, écrit toujours très intelligent et amusant. Il y a aussi Rose Eckermann, il y en a beaucoup d'autres. Donc, je disais aussi, Yale est devenu extrêmement important. Et ce qui est amusant et intéressant, tous les law schools aux États-Unis ont des accents un tout petit peu différents. Par exemple, Chicago, là, c'est clair, c'est marché. Mais à Yale, ils disent aussi, attends, mais il y a aussi des défaillances de marché. Il faut aussi avoir la réglementation. Donc, ils vont aussi étudier beaucoup plus le droit constitutionnel, administratif. Ça, c'est Susan Rose Eckermann. Bon, il y en a des autres que je dois quand même mentionner. Ici, le jeune homme que vous voyez là, c'est Stephen Schavel à Harvard, qui a aussi écrit beaucoup de choses. Moi, je trouve, si vous voulez commencer avec l'analyse économique du droit, lisez Schavel. Pourquoi? L'avantage de lui, il écrit tout sans aucune formule. Il ne faut pas connaître la mathématique pour lire Schavel. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? À la fin, il fait une sommaire des modèles et des preuves mathématiques. Donc ça, si ça ne vous intéresse pas, vous ne lisez pas. Mais il a des livres, Economic Analysis of Law, Foundations of Law and Economics, tout ça, et vous pouvez lire ça sans savoir la mathématique. C'est ça ce que j'aime bien de Schavel. Et à NYU, il y a Jennifer Arlen qui fait aussi beaucoup de choses intéressantes. Bon, en Europe, je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses importantes. En Europe, on a eu depuis 1984 the European Association of Law and Economics, qui était même avant l'association américaine, donc on était très fiers de ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? En Angleterre, ça a été toujours très fort. Italie, l'Espagne, aussi aux Pays-Bas et en Allemagne. En France, il y a quelques noyaux qui sont très forts. Classique, c'était Aix-en-Provence avec Pierre Garello, une approche autrichienne très fort. Et puis, il y a un monsieur, disons, le pape en France, c'est un monsieur Bruno de Fins. Bruno de Fins, d'origine, il était à Nancy, où il enseignait, et puis il est allé enseigner à Paris 2. Il a aussi été à Nanterre. Bruno, c'est quelqu'un qui est et bien économiste et juriste. Il a étudié les droits, et donc il a fait beaucoup aussi pour essayer de faire implémenter maintenant, ici en France, l'analyse économique du droit. Il y a aujourd'hui en France une association française pour l'économie du droit, qui est actif, qui est très bien, des réunions chaque année. Mais là, chers collègues, je dois vous dire la vérité, j'y vais chaque année, mais je dois avouer que je crains que je suis le seul juriste qui est là. Donc, c'est hélas, mais c'est dommage, c'est vraiment dominé par les économistes. Bon, on peut discuter après pourquoi c'est le cas, mais là, on voit vraiment, Bruno a fait le possible pour convaincre aussi les juristes français de s'appliquer là-dedans. Mais ce n'est pas évident. Il y a des raisons pour lesquelles ça ne va pas facile. Bon, commençons d'abord plus positif avec des raisons pour la popularité. Et après, parlons un peu de difficultés. Bon, je crois qu'il y a différentes raisons. Raison peut-être plus simple que c'est complètement différent que les théories juridiques classiques. Je crois que l'avantage de l'analyse économique est qu'on donne des réponses concrètes. Par exemple, pour beaucoup de juristes qui vont regarder, disons plutôt dans la philosophie du droit classique, ça va vous donner des réponses relativement vagues, fort intéressantes, mais ça ne va pas vous dire si en droit de l'environnement, il faut avoir responsabilité basée sur faute ou non. Et vous voyez, ça c'est l'analyse économique du droit. L'avantage, on donne de telles réponses sur des règles de droit concrètes. Et je crois que beaucoup, cette approche instrumentale qui vous donne des réponses sur base de ce critère d'efficacité, que c'est quelque chose que beaucoup de gens font attractif. Évidemment, j'avais déjà dit, l'approche n'est pas seulement populaire, il y a aussi d'opposition, Julien en parlait déjà. Je crois que cette approche instrumentale est peut-être aussi plus facile aux États-Unis, où ils pense beaucoup plus fort dans l'idée que le droit n'a pas trop de valeur en soi.
parce qu'ils voient au fond le droit comme un instrument de ce qu'ils appellent social engineering. Et donc là, si on voit le droit simplement comme un instrument d'atteindre quelques buts, ben c'est facile, on peut aussi changer les règles de droit. Ici, on a peut-être encore un peu plus de respect pour le système juridique et des choses comme ça. Et dès lors, c'est peut-être plus difficile d'y changer. On a vu aussi au début qu'il y avait de l'opposition en Europe, quand on commençait, disons, dans les années 80 du siècle passé, il y avait de l'opposition des sociologues et des théoriciens du droit. Là, c'était au fond de l'opposition qui était d'un côté principielle, en disant oui, il faut vous baser sur les critères d'efficience, d'efficacité, et on trouve que ce ne sont pas les critères pour le droit. Mais évidemment, il y avait aussi, pour le dire honnêtement, pour eux le danger de la popularité de l'analyse économique et qu'ils craignaient que ça pourrait prendre leur place, leur chaise et tout ça. Je dirais maintenant, tout s'est calmé un peu, au moins en Allemagne, en Belgique, en Hollande, et qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des collaborations entre les sociologues et les juristes qui font l'analyse économique du droit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'approche empirique est devenue beaucoup plus importante. Évidemment, les sociologues ont beaucoup d'expérience avec cette approche empirique, soit que ce ne soit pas nécessairement mathématique, quantificatif, mais qualitatif. Mais ça aussi, c'est une approche évidemment importante et aussi empirique. Voilà. C'est important peut-être de vous dire aussi, l'analyse économique du droit n'est pas uniquement populaire parmi les juristes, mais aussi parmi les économistes. Évidemment, les économistes ne sont pas des gens très modestes. C'est-à-dire, les économistes sont convaincus que leur méthodologie est la meilleure dans le monde. Et par exemple, M. Gary Becker, il a écrit un livre sur the human behavior. Donc, il croit qu'avec la théorie économique, on explique tout. Et donc, ils ont appliqué ça même à la biologie. Ils sont convaincus que même les lois biologiques sont des lois économiques pour réduire les coûts et tout ça. Et donc, il y a eu aussi des autres qui disent il y a le expanding domain of economics. Nous sommes des colonialistes, des impérialistes, on va aller partout. Donc, on prend aussi le droit. Bon, OK, tant mieux. Mais, pour ainsi dire, l'analyse économique du droit est prise au sérieux parmi les économistes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ici, vous avez une liste de 7 noms. Ce sont tous des gens qui ont reçu des prix Nobel en économie. Prenez par exemple Ronald Coase, je l'ai expliqué déjà, Gary Becker, Stickler, d'ailleurs tous les trois Chicago, sont tous des gens qui ont écrit, par exemple Stickler dans la réglementation, Monsieur Buchanan, il a écrit très fort sur les choix publics et il a expliqué pourquoi souvent la réglementation est inefficiente. Et Elinor Ostrom, je crois que vous connaissez, sur le droit de propriété, très important, aussi prix Nobel. Et puis les derniers deux, Kahneman et Thaler, plus récents, très, très importants, ce sont des psychologues qui ont reçu des prix Nobel en économie. Et ça montre évidemment l'importance aujourd'hui, dont quelque chose, je vais aussi parler, l'économie comportementale. Non, c'est ce que je dis ça bien, behavioral. C'est ça. Et donc ça, c'est devenu extrêmement important aussi. On voit donc qu'il y a aussi des raisons pour cette popularité. Je crois que c'est aussi lié à la méthodologie de l'économie. Je disais déjà que l'économie se penche sur les incitations et qu'ils utilisent l'analyse coût-bénéfice. Il y en a qui diraient c'est simple, il y en a qui diraient c'est trop simple, c'est simpliste. De l'autre côté, c'est une méthodologie relativement forte et bien développée qui vous met en mesure d'appliquer cela aux règles de droit et d'examiner les règles de droit de façon critique. Je crois aussi que ça vous donne, en tant que juriste, des renseignements intéressants. Moi, je vais vous dire que même je fais déjà l'analyse économique du droit pendant plus que 30 ans, mais pour moi, ce n'est pas la réponse finale à toutes les questions juridiques qu'il y ait. Là, je vous dis tout de suite.
je trouve aussi qu'il y a beaucoup de problèmes juridiques où l'économie a très peu de réponses. Là, je vous dis honnêtement qu'il y a des autres valeurs qu'on doit tenir en compte. Mais je dis tout de suite, pour beaucoup d'autres choses, je trouve que l'économie peut nous apporter quelque chose. Et les renseignements pour dire, ça sont les conséquences sur les incitations, ça sont les conséquences sur les coûts, c'est intéressant. Mais tout de suite, je vous dis, ce n'est pas le dernier mot. On ne va pas tout de suite, en tant que juriste, dire, on va toujours choisir, disons, la solution qui vaut le moins, pour ainsi dire, parce qu'il y a des autres valeurs distributives, par exemple, qui jouent aussi des rôles importants. La méthodologie est relativement simple parce qu'on utilise des modèles. Là, vous savez, au début, l'analyse économique a été critiquée parce qu'on dit, oui, mais des modèles sont des simplifications de la réalité. Ça, c'est vrai, mais c'est exactement l'avantage. C'est qu'on commence avec un modèle très simple. Par exemple, aujourd'hui, j'ai enseigné sur le droit des accidents. Qu'est-ce que je commence à dire? Je dis, bon, assumons maintenant qu'il y a uniquement deux joueurs. Il y a l'auteur du dommage, il y a la victime, uniquement. Et là, j'explique responsabilité basée sur faute, non-faute, blablabla. Commence avec ça. Évidemment, après, on va rendre plus difficile. On va dire maintenant, il y a plusieurs victimes, il y a plusieurs auteurs, et on dit, après, par exemple, demain, je vais parler de la réglementation. Je dis, il n'y a pas uniquement responsabilité, il y a aussi des règles de droit public, de droit administratif. Après, je vais ajouter l'assurance aussi. Donc, vous voyez, ça c'est, je trouve, le charme de l'analyse économique. On peut commencer de façon très simple, avec des modèles, mais là, on ajoute. Mais ça a l'avantage qu'on voit clairement quelle est l'influence si on simplifie dès le début. Et comment est-ce que ça change? Et évidemment, de plus que vous ajoutez des éléments, de plus que vous devenez proche de la réalité. Et de plus que ça devient compliqué, parce que la réalité est compliquée. C'est ça la vie. Voilà. Je vous ai dit, mais je ne vais pas le dire en détail, qu'un moment important a été le théorème de Gauss, notre ami Ronald Gauss, qui en 1960 a écrit son papier très fameux, The Problem of Social Cost. C'est un peu la révolution, parce que lui, il a donc expliqué si les gens peuvent négocier. Il parle d'un problème où il y a, disons, un filtre, il y a des victimes, il y a une pollution, que si maintenant il y a ce principe pollueur-payeur où il y a les victimes qui payent, il n'y a au fond pas de différence aussi longtemps que les coûts de transaction sont réduits, sont zéro. Parce qu'alors les victimes et le pollueur peuvent négocier pour introduire la solution efficace. C'est ça ce qu'a dit notre ami Gauss. Évidemment, tout de suite, il y a des gens qui ont dit oui, tout est bel et bien, mais ça s'applique uniquement si les coûts de transaction sont très bas. S'ils sont positifs, alors le théorème de Gauss ne s'applique plus. Et aussi, Gauss ne s'applique pas au problème de distribution. Dans la réalité, distribution, évidemment, c'est très important. Je crois qu'une limite importante, disons, de l'analyse économique est évidemment que l'analyse des économistes est toujours focusée sur efficacité, efficience. Et là, la question se pose évidemment, mais quelle est la relation avec les valeurs juridiques, comme par exemple des éléments de distribution ou de justice? Là, je crois qu'une réponse que je vous ai implicitement déjà donnée, il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle des analyses positives et des analyses normatives. Positif, ça veut dire qu'on utilise les outils des économistes pour expliquer les règles de droit. Et alors, on va dire, ça, ce sont les conséquences sur les incitations des différentes règles de droit. Mais si on fait uniquement ça, on ne dit pas que nécessairement cette règle de droit est bien ou faux, doit être changée ou n'importe quoi. Dans une analyse normative, là, évidemment, on va plus loin. Et on utilise l'analyse économique pour aussi dire, par exemple, il faut changer la loi. Et là, je crois que la plupart des Européens qui font l'analyse économique du droit vont dire pour les analyses normatives, il ne faut pas uniquement l'efficacité. Il y a des autres normes aussi. Mais
ce qui reste important, c'est que toujours l'économie peut vous donner des renseignements intéressants. Comme je viens de dire, ça peut vous dire quelque chose sur les coûts et les bénéfices. Et toujours est-il qu'après ça, vous pouvez dire, par exemple, au niveau législatif, tout est bel et bien, mais nous allons choisir pas la solution efficace, mais une autre solution que nous trouvons plus juste. Mais alors, les renseignements donnés par l'économie sont toujours utiles, que vous savez le prix de la justice, pour ainsi dire. Donc, vous voyez, même au niveau normatif, même si vous ne voulez pas la solution, disons, efficace, l'économie peut toujours vous aider à implémenter des solutions. Il y a des autres doutes. Vous savez, je dirais, heureusement, c'est un débat qui est en Europe qui est passé. Aux États-Unis, on a eu ce débat dans les années 70. En Europe, on a eu ce débat dans les années 80. Maintenant, on n'a plus ça. Et au fond, j'y suis content parce que ça nous dérange. Alors, on ne fait pas l'analyse économique du droit. On est occupé uniquement à se défendre. Par exemple, on disait, mais au fond, c'est néolibéral, c'est de droite. Et là, je dis, bon, peut-être à Chicago, qui sont de droite, c'est vrai, mais à Yale, ils ne sont pas, en Californie, ils ne sont pas, à New York, ils ne sont pas, et ici en Europe, certainement pas. Vous voyez, donc là, je dis, ça, c'est pas, si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, je crois qu'on fait la même chose en France, non, vous êtes de droite, oui. Donc, on fait, apparemment, avec l'analyse économique, on fait la même chose. Et là, ça tue le débat, évidemment. Vous savez, le problème est évidemment aussi, notre ami Richard Posner, le pape de l'analyse économique du droit, c'est quelqu'un qui aime choquer. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, par exemple, dans les années 70, à un moment donné, il a dit le système d'adoption que nous avons aux États-Unis, qui était par le droit administratif, est totalement inefficace. Il y avait trop peu de bébés qui étaient alloués, il y avait beaucoup plus de demandes par les parents, et puis les bébés n'étaient pas alloués aux parents corrects qui seraient le mieux pour le bébé. Et donc, qu'est-ce qu'il a lancé, notre ami Posner? Il a lancé l'idée, mais il faudrait avoir le marché des bébés. Et sur ce marché, sur base des enchères, les parents peuvent payer pour le bébé. Et donc, ceux qui seraient le mieux pour le bébé peuvent acheter le bébé. Et là, vous comprenez, ça a créé un choc. Il a été accusé de nazi. Vous savez pas quoi, que c'était dégueulasse et terrible. Là, évidemment, c'est aussi la façon dont il l'a présenté en disant marché, the sale of babies, la vente des bébés. Ce n'est pas une façon très populaire de l'avancer. De l'autre côté, il y a aujourd'hui aussi des auteurs qui disent mais d'introduire des éléments de marché dans cette idée d'adoption, c'est pas si fou que ça. Mais là, vous voyez que parmi les juristes, il faut rester extrêmement prudent parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Même chose, par exemple, il y a M. Dales qui a écrit son livre dans les années 60 en disant, mais au fond, pour la pollution, comment est-ce qu'il faut réduire la pollution? C'est clair, il faut donner des droits à polluer. Là, à cette époque-là, tous les juristes ont dit, mais il est complètement faux, il parle de quoi? Des droits à polluer, c'est scandaleux, il n'y a pas de droits à polluer. Et là, à un moment donné, dans les années 70, aux États-Unis, on avait un grand problème avec la pluie acide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit un système de marché dans les quotas pour SO2. Le résultat a été spectaculaire. Le problème de acid rain, donc plus acide, a disparu complètement. Donc là, tout le monde est d'accord que c'est un système qui a été énormément efficace. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Encore en Europe, on disait c'est quelque chose que nous n'allons jamais faire, c'est dégueulasse, ce sont les Yankees, les Américains qui font ça, c'est pas pour l'Europe. Et après, l'Europe doit transposer le Kyoto Protocol. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement ça. Ils ont imposé ce système de marché pour les quotas pour les gaz à effet de serre. Maintenant, si c'est complètement efficace, j'ai vu le papier que tu m'as envoyé, il y a des débats là-dessus. Mais au fond, je veux dire qu'il y a des choses qui changent. Même chose, aujourd'hui, il y a des auteurs qui parlent concernant la migration. C'est un des grands problèmes pour l'avenir. Il y a des économistes qui disent qu'il faut organiser des marchés dans la migration.
où donc les pays et les migrants vont négocier pour une allocation efficace. De nouveau, il y a des juristes qui sont fâchés, qui viennent de nouveau, c'est de droite, et ce sont des nazis, ils sont contre. Mais de l'autre côté, si on lit ces papiers, on voit que ce sont des papiers sérieux, ce sont des idées qu'on ne peut pas simplement mettre de côté direct. Mais là, vous voyez, puisque les économistes ont cette idée que cette idée de marché et des contrats peut être appliquée sur tout, même si sur les hommes, des migrants, des bébés, ça c'est quelque chose évidemment pour nous, pour les juristes, ça choque. Et donc ça a créé assez disons, d'opposition contre l'analyse économique du droit. Une dernière petite chose, mais je ne crois pas que c'est sérieux. Il y a des gens qui disent, attends, mais ce n'est pas pour moi l'analyse économique parce qu'il faut la mathématique. Et là, je dis souvent, oui, si vous allez à TSE, là, il vous faut la mathématique. Mais ici, ce n'est pas nécessaire. Ça veut dire, moi, je vous assure, moi, je ne connais rien de mathématiques. Et je fais de l'analyse économique du droit pendant plus que 30 ans et il y a des gens qui, peut-être à tort, mais qui me prennent au sérieux. Donc, je veux dire, on peut faire ça sans nécessairement connaître la mathématique. On doit lire les résultats des papiers mathématiques. Ça, oui, il faut comprendre ce qu'ils font. Ce n'est pas nécessaire de le faire soi-même. Bon, peut-être, allons maintenant vers le présent. Je crois, aujourd'hui, il y a des choses importantes qui ont changé. Ici, je vais sauter un tout petit peu, mais je veux simplement vous montrer que depuis que Posner et les amis ont commencé aux États-Unis dans les années 70, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Une chose qui a changé, qui est très importante, dans les années 70, tout était basé sur le modèle du choix rationnel, c'est-à-dire Rational Actor Model. Donc, on assumait que tous les gens, vous et moi, on est complètement rationnel dans nos choix. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les psychologues, comme je vous disais déjà, Kahneman, Tversky, mais aussi Thaler, qui ont dit, mais attends, regardez un tout petit peu les données empiriques. On voit que dans les données empiriques, souvent, les gens ne sont pas rationnels du tout. Il y a des biais, il y a des heuristiques, et donc, de plus en plus, il y avait des papiers empiriques qui montraient que les gens se comportent différemment. Vous voyez, au début, on disait, ça attaque l'analyse économique du droit. Mais après un moment, il y a eu surtout un monsieur très connu qui était à Chicago, qui est maintenant à Harvard, Cass Sunstein. Et qu'est-ce qu'il a fait, Cass Sunstein? Il a créé le mouvement appelé Behavioral Law and Economics. En d'autres mots, analyse économique du droit comportemental. Donc là, aujourd'hui, on dit, même Posner, aujourd'hui, dit, mais au fond, ce n'est pas opposé. La psychologie donne la possibilité de raffiner un peu les analyses économiques. Bon, on a donné beaucoup d'exemples sur tous les biais, les heuristiques. Moi, j'adore toujours l'exemple de l'optimisme sélectif, qui a beaucoup de recherches qui démontrent que 90% de tous les chauffeurs disent qu'ils conduisent mieux que tous les autres chauffeurs. Et l'autre exemple que j'adore, ils ont fait des recherches où ils sont allés parler avec des gens, des couples qui viennent d'être mariés. Et là, ils leur donnent l'information, ils disent, on vous dit, sur base des statistiques, que 40% de tous les mariages finissent en divorce. Est-ce qu'on peut vous demander quelle est votre estimation concernant votre mariage du succès ou est-ce que ça doit finir en divorce? Évidemment, le mari à côté de sa femme qui veut encore avoir des voyages de noces, un peu heureux. Là, il y a 99% qui disent non, chez nous, jamais le divorce. Tandis qu'évidemment, on sait que les données sont différentes. Donc là, il y en a beaucoup d'autres, je ne peux pas les discuter en détail. Ce qui est un peu débatté maintenant aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose de très important, qu'on dit, OK, on a maintenant tous ces renseignements qui montrent que c'est vrai, les gens ne sont pas toujours rationnels, c'est correct, mais à quoi est-ce que ça mène exactement? Le problème que beaucoup de gens ont, c'est en disant, OK, ces analyses comportementales sont casuistiques, mais ça ne donne pas une alternative théorique.
ça ne vous met pas en mesure de prédire comment, dans l'avenir, est-ce qu'on va se comporter. Aussi, il y a évidemment, vous connaissez tous ce livre fameux de Thaler and Sunstein, Nudging. Et donc, nudging, c'est-à-dire vous inciter, vous guider. Nudging, c'est une partie de l'analyse behavioral, comportementale. Mais là aussi, il y a beaucoup de juristes qui sont très critiques, qui disent au fond, parce que notre ami Sunstein, il appelle ça, c'est behavioral paternalism. Donc, j'utilise la psychologie pour aider les gens. Et il y a beaucoup de juristes qui disent, OK, mais behavioral paternalism, ça reste paternalism. Ça reste, au fond, qu'on force des gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent peut-être pas. Il y a aussi des juristes qui disent plus fort, non, ce système, ça viole les droits de l'homme. Ils disent aussi que, au fond, vous allez introduire ce système, mais il n'y a pas de checks and balances. Il n'y a pas le droit administratif qui, normalement, va contrôler. Donc, vous voyez, là, c'est quelque chose où ça se passe aujourd'hui, où le dernier mot n'a pas été dit. On est très enthousiaste, on dit ce développement, c'est très important, mais maintenant, de dire de quelle façon est-ce qu'on va incorporer ça de façon normative, là, je vous dis honnêtement, c'est quelque chose où on n'a pas encore toutes les réponses. Vous voyez, dans mon domaine, le domaine de Julien, on dit aussi, OK, tous ces instruments comportementaux, c'est très joli, c'est très bien, mais est-ce que vraiment on va, par exemple, résoudre les changements climatiques avec des instruments comportementaux? Est-ce qu'on va utiliser le nudging? Est-ce qu'on va dire aux grandes entreprises? Est-ce qu'on va dire à Total? On va essayer de vous inciter, de nudge dans la direction d'avoir moins de carbone. Ça, honnêtement, moi, je vous dis, j'y crois pas. Là, je crois qu'il faut encore toujours des instruments de prix. Il faut des taxes, il faut des sanctions. Et c'est autre chose. Par exemple, pour nous, les consommateurs, là, on utilise aussi des instruments comportementaux. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des mètres intelligents dans votre maison qui vont indiquer maintenant vous consommez beaucoup plus et qui peuvent vous donner des incitations à réduire. Ça, c'est autre chose. Et là, vous voyez aussi quelque chose qui est difficile. Les psychologues font appeler ça des instruments comportementaux. Si je parle avec mes amis à Chicago, ils vont dire, mais attends, ça c'est pas comportemental, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne des informations que maintenant vous consommez trop. Donc c'est un instrument du prix, c'est le marché. Et vous voyez, je vous donne l'exemple pour dire, c'est pas toujours très clair, est-ce que c'est un instrument comportemental ou est-ce que c'est encore classique, instrument de prix? Vous savez, pour Julien et moi, notre réaction serait, on s'en fout un peu. Et comment est-ce que c'est classé? Le plus important, c'est que ça fonctionne, que c'est effectif. Mais pour les économistes, c'est très important de voir comment est-ce que ça peut être classé. Il y a une autre approche dont je n'ai pas le temps de le discuter avec vous, mais je vais le mentionner. J'ai déjà mentionné ce nom de M. Jim Buchanan. Qu'est-ce qu'il a fait de M. Jim Buchanan? Buchanan a dit, au fond, rendez-vous compte que différemment que Chicago a dit, parce que Chicago disait au fond que le droit, le common law est efficient, est efficace. Il croyait très fort dans les juges qui appliquent le common law. Mais puis il y a M. Buchanan qui dit, mais attends, regardez un peu autour de vous, la législation souvent est déterminée par les groupes d'intérêt. Et les groupes d'intérêt vont faire la législation et vont avoir beaucoup d'intérêt. Et le résultat, c'est que la législation est souvent inefficace. Je n'ai pas le temps de le discuter en détail. La seule chose, moi, je crois que pour nous, surtout les juristes en France, en Europe, cette approche est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup plus de législation et parce que les groupes d'intérêt jouent des rôles énormément importants. Donc, je crois que ce travail de Olson et de tous les autres qui ont expliqué, lui, il a son livre The Logic of Collective Action. Comment est-ce qu'on va avoir l'action collective? Ça, je crois que ce sont des livres pour ceux qui sont actifs dans la régulation, le droit public, le droit administratif, que ce sont des livres vraiment extrêmement utiles. Le résultat, chers collègues, est que si nous sommes maintenant, disons, au présent, où est-ce que nous en sommes?
nous en sommes au fond que dans beaucoup d'analyses économiques, maintenant, on a ce que j'appelle une approche éclectique. Parce que d'habitude, ce qu'on fait toujours, l'analyse classique Chicago de marché. On appelle ça néoclassique. Mais évidemment, ce n'est pas uniquement ça. On peut aussi examiner la réglementation. Là, on est plutôt à Yale, New York, qui regarde très fort la réglementation. Mais aussi, on applique souvent la théorie des jeux. On applique même les aspects comportementaux, où on peut dire, attends, mais ici, il y a des inefficacités. Est-ce que ça peut être expliqué par public choice, choix public ou canon? Donc, ce que je crois qui est un des grands défis de l'analyse économique aujourd'hui, que ce n'est pas purement l'analyse économique aujourd'hui, parce qu'on a maintenant 5, 6, 7 différentes approches qui sont tous très fortes. Par exemple, la psychologie est devenue extrêmement importante. L'empirique, j'en parlais aussi, est devenu extrêmement important. Donc, l'art aujourd'hui est de voir comment est-ce que nous combinons toutes ces différentes approches. Et moi, je crois qu'il y a des gens qui disent « Ouh, ça devient compliqué ». Ma réponse est plutôt « Mais non, ça devient beaucoup plus agréable parce que vous avez dans votre boîte d'outils, vous avez beaucoup plus d'outils pour expliquer la réalité. » Et souvent, les gens ne sont pas rationnels. Souvent, il y a des biais, il y a des heuristiques. Et donc, vous pouvez utiliser ça. Souvent, le législateur n'acte pas dans l'intérêt public. Alors, vous pouvez utiliser ça. Mais donc, appliquer quel instrument pour quel type de problème, ça, c'est quelque chose dont je crois que c'est extrêmement important de jeter un coup d'œil. Ou l'analyse économique peut aussi faire beaucoup, mais je n'ai pas le temps de le discuter. Il y a, mais je crois que c'est très important pour vous en tant que juriste de le savoir, il y a ce qu'on appelle la théorie du fédéralisme, Economics of Federalism. Et là, ils ont des leçons très intéressantes, des critères qui disent, en principe, on peut faire la décentralisation, mais s'il y a, par exemple, des problèmes transfrontaliers, là, il faut centraliser. Ou s'il y a ce qu'on appelle la course vers le fond, race to the bottom, entre différents États, là, il faut centraliser. Et par exemple, si on peut réduire les coûts de transaction, c'est sur base de ça qu'il y a beaucoup d'économistes et aussi des gens qui font l'analyse économique du droit qui sont très critiques de ce que l'Europe fasse actuellement. Ils disent, d'un côté, ils font trop, ils sont occupés à réglementer le couleur de la marmelade, contenu de mozzarella et des choses comme ça. N'importe quoi, tandis que ça, ce sont des choses, d'après ces critères-là, ça n'a pas de sens qu'on va réglementer ça au niveau européen. Aussi, les Américains ne font pas ça à Washington, c'est pas fédéral, tout ça, c'est étatique. Donc, d'un côté, sur beaucoup de choses, l'Europe va beaucoup trop loin et ça énerve les gens, parce que là, ils disent, pourquoi on va faire ça? Ah, c'est l'Europe, ça rend pas sympa. Et de l'autre côté, pour les autres domaines, comme migration, protection contre le terrorisme, protection externe, cybersecurity, vous le nommez, des grands problèmes avec des externalités transfrontières énormes, là, l'Europe ne fait rien. Donc ça, c'est un peu critique des économistes en disant, pour quelques domaines, ce serait mieux qu'ils font rien, qu'ils arrêtent, et pour les autres domaines où on a besoin de l'Europe, qu'ils interviennent. Évidemment, si ce n'est pas le cas, c'est de nouveau souvent Buchanan qui fera l'expliquer que c'est la politique qui ne veut pas. Mais je crois en général, ce que je voudrais dire, c'est que cette Economics of Federalism, c'est quelque chose fort intéressant pour tenir à l'œil. Ce que je voudrais dire dans mes dernières 10 minutes, quels sont maintenant un peu les domaines, disons, pour le futur? Si on regarde un peu l'avenir, hein, on a vu le passé, l'histoire, on dit un peu où nous sommes aujourd'hui, pour le futur. Je crois tout d'abord, si on regarde la méthodologie, j'ai un peu deux trucs, méthode et d'autres côté contenu. Méthode, évidemment, il y a eu, et je sais que Julien il travaille beaucoup, ce qu'on appelle maintenant dans Law and Economics, on appelle ça la révolution empirique. Vous savez, si dans le temps que Posner écrivait, Posner
tout ce qu'il écrivait était théorique. Il disait même, j'ai pas besoin d'empirique parce que ma théorie explique tout. Bon, OK. Aujourd'hui, évidemment, les ordinateurs, les technologies ont complètement changé. Donc maintenant, si vous allez voir les grandes revues, Journal of Law and Economics et tout ça, tout est empirique. Et donc, je crois que ça, c'est évidemment une force de cette analyse, que ce n'est pas uniquement théorique, mais que vous pouvez aller voir avec des données empiriques selon les différentes méthodes, si les assumptions théoriques, si ça tient aussi dans la pratique, oui ou non. Et donc, je crois que dès lors, pour la pratique et aussi pour les juristes, avec cette approche empirique, ça devient de plus en plus important. Évidemment, ici est aussi le point, est-ce que c'est applicable pour les juristes? Bon, Julien a écrit tout un livre là-dessus. Et là, de nouveau, on peut en discuter peut-être un peu en détail plus tard. Moi, je publie beaucoup de papiers avec des analyses empiriques, mais je fais ça toujours en collaboration avec des gens sérieux, avec des économistes, des psychologues qui savent le faire. Mais nous, je crois que nous, en tant que juristes, nous avons un appui pour eux, dans le sens que nous connaissons les institutions beaucoup mieux. Nous connaissons les questions juridiques qu'ils doivent analyser. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose aussi intéressant pour vous. On peut essayer, évidemment, de faire les analyses empiriques nous-mêmes, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Et donc, la façon plus simple, c'est de chercher la collaboration, je ne sais pas, avec TSE ou avec les autres, et là, de voir si vous pouvez co-auteur avec eux. Mais je crois donc que maintenant, le grand défi, c'est de voir de quelle façon est-ce qu'on peut intégrer les différentes perspectives, par exemple, disons, comportementales, nudging et de choix rationnels. Oui, vous savez, d'un côté, je suis jaloux de vous, vous avez le meilleur économiste de l'Europe juste à côté de vous. Maintenant, s'il veut collaborer avec les juristes, ça, je ne sais pas, ça c'est autre chose. C'est à vous de voir. Regardons maintenant l'autre point, je crois, un peu pour l'avenir. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'autres domaines où je vois maintenant qu'il y a de nouveau des publications. Je vous mentionne simplement quelques exemples des sujets qui m'intéressent à moi, mais il y en a sans doute aussi beaucoup d'autres. Par exemple, on écrit maintenant beaucoup sur l'intelligence artificielle. Il y a un document récent du Parlement européen où tout à coup, le Parlement européen dit que pour la responsabilité pour les dommages causés par intelligence artificielle, il faut une, non seulement responsabilité civile, mais aussi une assurance obligatoire. Et là, je me pose la question, on sait bien que les assurances obligatoires, ce n'est pas évident. Et d'habitude, on va uniquement introduire ça s'il y a un marché, si on peut contrôler l'aléa moral, tout ça. Mais donc là, l'Union européenne, hop là, on dit assurance obligatoire. Donc ça, c'est un exemple des choses où je dis, là, mais aussi avec des assurances, avec des analyses économiques, mais aussi de droit des assurances, on peut faire, je crois, des analyses intéressantes. Je vous ai parlé déjà de la migration. Je crois là, pour l'Europe, il y a un grand défi. Il y a la question, il y a beaucoup de migration aussi avec les changements climatiques qui va venir dans nos directions. Les économistes ont des propos de marché, mais comment est-ce qu'on voit ça aussi d'un point de vue éthique? Est-ce que c'est acceptable d'organiser des marchés de migrants comme suggéré par les économistes? Et évidemment, les changements climatiques, vous savez qu'il y a quelque chose de curieux avec les changements climatiques. Si on regarde un peu les analyses classiques de Buchanan, Olson, choix public et tout ça, on devrait dire, ça c'est l'exemple de quelque chose où les intérêts sont complètement divers. Il n'y a pas de groupe d'intérêts très spécifique. Et néanmoins, qu'est-ce qui s'est passé? Dans beaucoup d'États, on était d'accord de créer cette convention en 92. Et néanmoins, tous les partis sont d'accord de faire quelque chose. D'un point de vue théorique, ça n'a pas de sens. Comment ça se fait? Donc, vous voyez, c'est très difficile d'expliquer avec l'analyse économique classique pourquoi maintenant, pour les changements climatiques, on est tellement actif. Je suis pour, ne me prenez pas mal, mais je dis simplement d'un point de vue théorique, c'est très intéressant
d'analyser de façon plus approfondie comment ça se fait. Et évidemment, d'utiliser aussi l'analyse économique pour aller au-delà et de voir mais quels sont maintenant les instruments qu'on peut utiliser pour être appliqués aussi dans la lutte contre les changements climatiques. Bon, vous voyez, 4 minutes, je viens à mes conclusions. Je crois, mais vous le sentez, moi je crois que l'analyse économique est intéressante pour les juristes. Moi je vous avoue, j'étais à Chicago, j'ai fait mes études là, j'ai fait un master, longtemps passé, quand j'étais encore beau et jeune, il y a longtemps, 84, et ça a changé ma vie professionnelle. Honnêtement, ça a changé la façon dont je voyais le droit. C'était pour moi une révélation. Je crois toujours que c'est une perspective nouvelle et intéressante. Je dis aussi toujours clairement, c'est pas la seule perspective. J'ai fait beaucoup d'autres études, Julien le sait, sur le droit pénal de l'environnement, par exemple, où j'utilise très peu l'analyse économique, parce qu'on ne peut pas l'appliquer sur tout. Je crois que ce qui est intéressant maintenant, on utilise ça maintenant presque 60-50 ans. Donc, il y a beaucoup d'expérience. La méthodologie est devenue beaucoup plus raffinée. Au début, c'était uniquement Posner avec son blabla néoclassique. Maintenant, c'est beaucoup plus large. Et donc, les réponses qui peuvent être données aussi avec l'empirique, avec l'approche comportementale et tout ça, c'est beaucoup plus riche aujourd'hui. Donc, dans ce sens, c'est le moment d'y entrer. Je crois aussi qu'on a vraiment connu une expansion de cette analyse économique, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et évidemment, mes chers collègues, j'espère que quand je reviendrai à Toulouse, on verra qu'aussi en France, l'analyse économique du droit est devenue grande.